Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va traiter aujourd'hui un extrait d'un examen de mécanique des fluides, mais qui applique aussi les formules de la mécanique des milieux continus, puisque le fluide est un milieu continu, il est considéré comme un milieu continu. Donc, dans un repère orthonormé direct, on considère l'écoulement bidimensionnel défini en variable de Lagrange. Donc ici vous avez, il est défini en variable de Lagrange, c'est un écoulement bidimensionnel, ça veut dire que la troisième composante est nulle. Donc il est dans le plan, il est bidimensionnel. Donc vous avez ici le premier coordonnée, c'est x est égal à x0 exponentielle t sur temps. Donc ces petites lettres représentent les variables de l'air, alors que les grandes lettres, elles représentent les variables de Lagrange. Et bien sûr, x0 et y0 sont deux constantes homogènes à une longueur. Et temps, il est homogène au temps, unité de temps. Pour que l'exponentielle soit sans unité, il faut que temps aille une grandeur de temps. Donc la première question, exprimer les composantes de la vitesse et de l'accélération en variable de Lagrange. Puis, exprimer les composantes de la vitesse et de l'accélération en variable de l'air. Troisièmement, est-ce que cet écoulement est permanent? Si oui, sinon, pourquoi? Justifiez votre réponse. Ce champ de vitesse est-il solénoïdal? Ça veut dire incompressible. Et encore, justifiez votre réponse. Cinquièmement, déterminer les équations de trajectoire de cet écoulement. Précisez alors leur nature. Donc, sixièmement, expliquer sans calcul. Donc, sans calcul, pourquoi les lignes de courant et les trajectoires sont identiques. Déterminer par calcul les équations des lignes de courant, commenter le résultat obtenu. Et finalement, on nous demande, sans faire de calcul, de représenter l'allure des lignes d'émission. Donc, voici donc les éléments de réponse. Avant de les découvrir, si vous souhaitez bien le résoudre, avant de voir la solution. Donc, la première question, voici les formules à utiliser si vous voulez bien le résoudre avant de voir les solutions. Donc, à vous de voir ces formules. Et les résultats sont ici. Les résultats, ils sont cachés avant de les découvrir. Donc, on commence par la première question, bien sûr. Exprimer les composantes de la vitesse et de l'accélération en variable de Lagrange. Donc, comme on avait dit dans une autre vidéo précédente, on a dit pour exprimer les composantes de la vitesse en variable de Lagrange, on dérive les composantes de la position par rapport au temps. C'est la dérivée partielle. En gardant les coordonnées initiales fixes, x0 et y0. Donc, c'est ce qu'on va faire. Les composantes de la vitesse lagrangienne sont, donc la première composante lagrangienne, première composante de la vitesse, et la deuxième composante, puisque la vitesse est un vecteur qui a trois composantes. Donc, la première composante, V, donc on indique ici L, ça veut dire Lagrange. Donc, la dérivée de x par rapport au temps, partielle, la dérivée partielle. Donc, si on dérive x par rapport au temps, on va avoir 1 sur temps, x0, exponentielle t sur temps. Donc, 1 sur temps, x0, exponentielle t sur temps. De même pour y, la même chose, mais cette fois-ci, on a moins t sur temps. Pardon, moins 1 sur temps. Donc, moins 1 sur temps
fois y0 fois exponentielle moins t sur temps. Donc ça, c'est ce qui concerne les vitesses de Lagrange. Alors les composantes de l'accélération, c'est tout simplement la dérivée seconde, partielle par rapport au temps. Ou bien la dérivée la première dérivée partielle par rapport au temps de la vitesse. Donc si on dérive encore ça par rapport au temps, on aura 1 sur tau carré, bien sûr. Donc 1 sur tau au carré fois x0 exponentielle t sur temps. C'est de ici. C'est la même chose, mais cette fois-ci, le moins avec le moins, il disparaît. Il devient plus. Donc maintenant, on passe aux composantes de la vitesse eulérienne. Donc ici, on a d de x par rapport au temps. C'est d droit. C'est la dérivée particulière. Ce n'est pas la même chose que pour Lagrange. Ici, on dérive par rapport au temps et on dérive par rapport à la position. Ce qu'on appelle la dérivée, la partie convective. Il y a la partie temporelle et la partie convective. Ce qu'on voit ici pour l'accélération. La dérivée par rapport au temps, ici. Et ici, on a la dérivée convective. La partie convective. La dérivée par rapport aux paramètres de la position. Si on voit ici cette expression de Lagrange, on peut en déduire celle de l'air. Si on voit ici, on a, je vais utiliser un crayon. Si on voit bien ici, on a bien un x de l'air, puisque ces coordonnées sont les coordonnées de l'air, les paramètres de l'air. Donc il faut l'utiliser dans la deuxième question. Donc ici, ça c'est x. Et ça, voilà, ça, c'est y. Juste ce qui est entouré. Donc on va avoir ici x sur tau et ici moins y sur tau. Donc ici on a x sur tau et ici on a moins y sur tau. Donc ce qu'on a ici. On peut également utiliser la dérivée particulière, mais on va avoir la même chose. Il suffit juste de remarquer que cette écriture de Lagrange, de cette expression, on peut déduire celle de l'air. Et la même chose pour l'accélération. Si on dérive ça par rapport au temps, puis par rapport aux positions, on va avoir. Donc ça, on commence par la dérivée temporelle. Donc u, elle ne dépend pas du temps. Donc ça c'est 0 déjà. Donc ça c'est 0. U, il ne dépend, oui, il dépend de x, mais il ne dépend pas de y. Donc u ne dépend pas de y et il ne dépend pas de z non plus. Donc ce qui reste c'est ça. Donc la dérivée par rapport à x, c'est 1 sur temps. Si vous avez remarqué ici, la dérivée de u par rapport à x, c'est 1 sur temps. Fois u elle-même, c'est 1 sur tau fois x sur tau, c'est x sur tau au carré. Donc ici, on va avoir x sur tau au carré. Donc c'est ce qu'on a. Ici, on avait utilisé la méthode précédente. On va remarquer ici l'accélération de Lagrange. On va en déduire. Donc ça, c'est x. Donc ça, c'est x. Et ça, c'est tau au carré. Donc x sur tau au carré. Donc on peut utiliser les deux méthodes. Donc la même chose pour gamma y. Donc ça, c'est l'accélération gamma. Ou bien a. Donc la même chose. Il ne dépend pas du temps. Il ne dépend pas
V ne dépend pas de X, V ne dépend pas de Z, il dépend seulement de Y. Donc il dépend de Y. Si on dérive ça par rapport à Y, c'est moins 1 sur tau fois ça, donc moins Y sur tau fois moins 1 sur tau, c'est Y sur tau au carré. Oh non, ça il est une erreur. Y sur tau, c'est pas X. Donc il faut corriger ça. Y sur tau au carré. Pas ça. Parce que ici, V ne dépend pas du temps. V ne dépend, donc ça c'est V. V ne dépend pas du temps. V ne dépend pas de X. V ne dépend pas de Z non plus. Il dépend de Y. Et dans Y et dans V, on n'a pas de X. C'est ça. Donc on passe à la troisième question. C'est quoi déjà la troisième question? Donc la troisième question, il nous demande si l'écoulement est permanent et la justification de la réponse. Donc la troisième question, donc en variable de l'air, si on calcule d de u par rapport au temps et on calcule d de v par rapport au temps, donc on aura 0 puisqu'on a dit u ne dépend pas du temps et v non plus ne dépendent pas du temps, ce qui exprime l'indépendance du mouvement par rapport au temps, donc ce qu'on appelle la stationnarité. L'écoulement est donc stationnaire ou bien permanent, puisque la vitesse de l'air, je dis bien l'expression, dans l'expression ou bien les variables de l'air, et pas de Lagrange. La dérivée par rapport au temps de la vitesse de l'air, et pas de Lagrange. Si il est égal à 0, donc cet écoulement, bien ce mouvement, il est stationnaire, il est permanent. Ce champ de vitesse est-il solénoïdal, ça veut dire incompressible, et justifie votre réponse. Donc pour vérifier si cet écoulement, ou bien si ce champ de vitesse est incompressible, il faut calculer la divergence. Donc il faut calculer la divergence de la vitesse. Donc V ici, ce n'est pas la composante, deuxième composante, ce n'est pas V, c'est la vitesse au total, donc le vecteur vitesse. Donc on sait bien que la divergence de V, c'est d de u par rapport à x, donc u c'est la première composante, plus d de v par rapport à y, plus dw par rapport à z, à partir du champ eulérien. Je dis bien le champ eulérien. On trouve alors la divergence de v, c'est d de u par rapport à x, plus d de v par rapport à y, puisque w, ou bien la troisième composante, est nulle. Donc si on dérive la vitesse, eulérienne ici, par rapport à x, première composante par rapport à x, donc on aura ici 1 sur tau. Donc 1 sur tau. Si on dérive v par rapport à y, on aura moins 1 sur tau. Donc si on fait la somme des deux, on aura 1 sur tau moins 1 sur tau, donc c'est 0. Donc la divergence de la vitesse est nulle. Ce champ de vitesse est donc solénoïdal et l'écoulement est donc incompressible. La question 5. Okay, on va revoir l'énoncé. Donc on nous demande de déterminer les équations des trajectoires de cet écoulement, préciser leur nature. Donc, comment on va déterminer les équations de trajectoire? Toujours pour déterminer les équations de trajectoire, il faut éliminer le temps entre les équations paramétriques. Donc la cinquième question,
Donc, comme on a dit, les expressions données pour x de t et y de t constituent les équations paramétriques des trajectoires. Donc, il faut éliminer le temps entre, ces deux entre ces deux équations paramétriques. Donc, pour faire ça, il faut multiplier x par y pour que l'exponentielle disparaisse. Donc, si on fait x fois y, on aura x0 fois y0. Et l'exponentielle, il disparaîtra. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, x fois y, c'est égal à x0 fois y0. Et c'est une constante. Donc, les trajectoires sont donc des hyperboles équilatères. Cinquièmement, d'après la question 3, ici, on avait trouvé que l'écoulement est permanent et stationnaire. Ce qui veut dire que les trajectoires et les lignes de courant sont identiques. On l'avait dit dans une autre vidéo, si l'écoulement est permanent ou bien stationnaire, on a les trajectoires et les lignes de courant et même les lignes d'émission, elles sont identiques. Donc, la question 7, si on veut calculer l'équation des lignes de courant, il faut utiliser cette formule. Donc, qui vient du fait que l'élément de cette ligne de courant vectoriel, le champ de vitesse, c'est égal à 0. Puisqu'on avait dit que si on représente les lignes de courant par ça, et le champ de vitesse par ça, donc le champ de vitesse, doit être tangente en tout point de cette ligne, ce qui se traduit par ça. Donc si on fait ça, donc dx, donc u, donc on va voir, donc dx sur u, c'est x en variable de l'air, u c'est x, v c'est y, donc u c'est x sur temps et v c'est moins y sur temps. Donc temps il va s'éliminer de part et d'autre ici. Il faut alors intégrer ça. Donc on aura ln x fois y est une constante. Donc si on fait comme ça, si on fait l'intégrale ici et l'intégrale ici, donc ça, il va nous donner ln de x, et ça, moins ln de y. Si ln va à ce côté, on aura alors ln de x fois y qui est égal à une constante. Donc on retrouve bien la famille d'hyperboles équilatères x fois y est égal à une constante. Donc ça, si ici on a ln de x fois y est une constante, donc x fois y est une constante. Puisque ln de x fois y est une constante, donc x fois y c'est une constante. Ce qui représente la famille d'hyperboles équilatères. Donc la question 8, comme l'écoulement est permanent, comme on avait dit, comme l'écoulement est permanent, alors les lignes d'émission sont identiques aux trajectoires et aux lignes de courant. Donc ce sont des hyperboles équilatères. Et voilà l'allure des lignes d'émission. Ce sont
des hyperboles équilatérales. Comme on dit toujours, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des propositions, vous êtes les bienvenus. Et merci.